À 3h17 précises, un appel nocturne déclenche une bascule stratégique que peu d'observateurs imaginaient possible dans un système déjà sous tension. En quelques minutes, sans cri ni menace visible, une mécanique froide prouve qu'un pouvoir discret peut réécrire agenda, procédure et perception simultanément. Que change pour vous ce basculement lorsque Ibrahim Traoré découvre que l'enjeu réel n'est pas la sécurité physique, mais la souveraineté sur le temps? Car ce moment ouvre une séquence plus vaste, où résister ne signifie pas frapper, mais reprendre le rythme avant que d'autres l'imposent durablement. Vous êtes sur le point d'entendre une lecture qui compte, non parce qu'elle choque, mais parce qu'elle éclaire un angle que beaucoup évitent par prudence. Vous allez comprendre ce qui se joue réellement et pourquoi cette séquence modifie la manière d'évaluer le pouvoir, la pression et la décision. Et ce n'est pas un récit à écouter distraitement. Si cette analyse est ignorée, le risque est simple, confondre un épisode spectaculaire avec un simple incident et passer à côté de ce qu'il révèle sur la capacité d'un système à être pris de vitesse sans bruit. Ne pas aller plus loin, c'est accepter une lecture superficielle où les gestes visibles masquent les mécanismes invisibles. C'est aussi laisser d'autres récits remplir le vide. Souvent plus confortable, mais moins précis. À l'inverse, rester permet d'identifier les leviers réels, le contrôle du tempo, la capture des routines, l'exploitation des procédures ordinaires. Ce sont ces leviers qui expliquent pourquoi certaines décisions semblent soudaines, pourquoi des structures obéissent sans ordre explicite, et pourquoi la pression la plus efficace n'a pas besoin d'être publique. Comprendre cela donne un avantage rare, savoir reconnaître quand une situation bascule avant que les effets ne deviennent irréversibles. Les premiers éléments confirment rapidement une chose dérangeante. Cet appel n'était ni improvisé ni symbolique. Il s'inscrivait dans une séquence déjà en mouvement, pensée pour produire un effet précis sur le comportement et les décisions d'Ibrahim Traoré. Un détail suffit à ancrer cette réalité. En moins d'une heure, une réunion inexistante apparaît comme confirmée dans un circuit officiel. Ce simple fait marque un basculement, car il montre que l'influence ne passe pas par la menace directe, mais par l'appropriation des mécanismes ordinaires. Pour comprendre pourquoi la situation devient sérieuse, il faut revenir au point de départ. Depuis des mois, le fonctionnement interne repose sur des chaînes de validation réputées fiables, messages routiniers, confirmation automatique, confiance implicite dans les procédures. Ce sont précisément ces habitudes qui deviennent vulnérables lorsque quelqu'un sait les activer sans se montrer. La pression ne monte pas par le bruit, mais par la normalité. Ce qui rend l'épisode critique, c'est la vitesse. La démonstration ne s'étale pas sur des semaines. Elle se déploie dans un créneau de quelques dizaines de minutes. Ce rythme court empêche toute analyse à froid et force des décisions sous contrainte temporelle. À ce stade, l'enjeu n'est plus de savoir qui agit, mais comment l'action se diffuse. Les premiers touchés ne sont pas des figures publiques, mais des maillons intermédiaires, un agent qui valide un déplacement, un conducteur qui obéit à une consigne apparemment légitime, un collaborateur qui transmet sans douter, chacun agit correctement, selon les règles, et c'est précisément ce qui rend l'ensemble dangereux. La responsabilité se dilue pendant que le système avance. Pour Ibrahim Traoré, la prise de conscience est nette. Il ne s'agit pas d'un test psychologique isolé. Il s'agit d'une tentative de prise de contrôle indirecte, où l'objectif est moins d'imposer un ordre que de rendre l'obéissance automatique. À partir de ce moment, la question centrale n'est plus qui menace, mais comment rompre un mécanisme qui fonctionne trop bien. À ce stade, la lecture des faits change de nature, car un repère devient nécessaire pour interpréter ce qui se déroule sans s'égarer dans les apparences. Ce rôle n'est pas tenu par un discours public ni par une institution abstraite, mais par une capacité d'observation froide, ancrée dans l'expérience du fonctionnement interne. L'analyse converge vers un même constat. La menace ne vient pas d'un excès de force, mais d'une précision méthodique. Un observateur habitué au rouage administratif comprend immédiatement ce que cela implique. Quand une consigne circule sans résistance, ce n'est pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle ressemble trop à la routine pour être questionnée.
Un premier effet apparaît très tôt. Les acteurs intermédiaires modifient légèrement leur comportement, sans même en avoir conscience. Ils ne se sentent ni contraints ni menacés, seulement pressés d'exécuter correctement. Ce glissement est discret, mais il installe une nouvelle norme. Répondre vite vaut plus que vérifier. Un second impact confirme que l'épisode n'est pas isolé. Dans un autre service, ailleurs dans la chaîne, la même logique opère. Les décisions s'alignent, les confirmations s'enchaînent, et l'ensemble donne l'illusion d'une coordination légitime. Ce n'est plus une anomalie, c'est un mouvement. C'est ici que la lecture devient décisive, lorsqu'un système commence à fonctionner contre celui qui le dirige sans confrontation directe. Le problème n'est plus personnel, il est structurel. Et à partir de ce point, chaque minute perdue renforce l'autonomie du mécanisme. Tout bascule alors sur une idée simple, mais lourde de conséquences. Si l'autorité ne reprend pas la maîtrise du rythme, elle risque d'être emportée par sa propre organisation. Tout commence par une rupture presque imperceptible. Une instruction surgit. Elle paraît banale. Elle circule vite. Personne ne la signe vraiment, mais tout le monde l'exécute. Au départ, l'activation est simple. Un message validé sans étonnement, un créneau ajouté dans un agenda déjà chargé, un véhicule préparé comme pour une routine ordinaire. Rien ne crie alerte, rien n'exige de réunion, le système glisse d'un cran. Puis la cadence s'accélère, les confirmations s'empilent, les délais se resserrent, chaque maillon agit pour ne pas être celui qui retarde. La logique n'est plus la vérification, mais la continuité. Ce qui devait être confirmé devient réel par accumulation. À ce moment précis, la montée en tension est nette. Une action entraîne une autre, une décision appelle une exécution. Les circuits se referment sur eux-mêmes. Plus personne ne pilote l'ensemble, mais l'ensemble avance. La machine tourne sans centre visible. Les réactions s'élargissent, un service adapte ses horaires, un autre anticipe une présence. Un troisième prépare des documents qui n'auraient jamais dû exister. Chacun agit séparément, mais tous convergent. La cohérence apparente masque une perte de contrôle. C'est là que la situation devient critique, car intervenir frontalement créerait un signal. Un signal serait interprété comme une confirmation de la manœuvre. Ne rien faire laisserait la scène se figer en preuve. Le choix n'est plus entre agir ou subir, mais entre deux dommages. L'onde de choc s'installe. Des acteurs secondaires se retrouvent exposés, ils obéissent de bonne foi, ils suivent ce qui ressemble à la procédure. Leur rôle est mineur, mais leur action rend l'ensemble crédible. La responsabilité se fragmente pendant que les faits se consolident. Pour Ibrahim Traoré, la lecture est brutale. Ce n'est pas une attaque classique, c'est une captation de normalité, un détournement du quotidien administratif. La pression n'est pas exercée par la force, mais par la continuité. Les conséquences immédiates apparaissent sans bruit. Un rendez-vous qui semble officiel, des documents prêts à circuler, des témoins involontaires. La scène est presque prête, même si le principal intéressé n'y est pas encore. Puis vient le temps des résidus. Ce qui a été enclenché ne disparaît pas instantanément. Les traces demeurent. Les logs existent. Les habitudes ont été touchées. Le système a appris qu'il pouvait avancer sans ordre clair. À ce stade, l'événement a laissé une marque durable. Il a montré qu'un appareil peut être déplacé sans confrontation, qu'une autorité peut être encerclée par ses propres routines, et que le vrai champ de bataille n'est ni public ni spectaculaire. Vous avez maintenant la chronologie. Reste à comprendre ce que cette dynamique révèle quand on la met face aux faits mesurables. À ce point du récit, il devient nécessaire de quitter l'impression pour entrer dans la mesure, car c'est là que la dynamique prend tout son poids. Les éléments disponibles montrent que ce type de manœuvre ne repose pas sur l'exception, mais sur des volumes et des rythmes que peu de systèmes sont préparés à absorber lucidement. Le premier indicateur concerne l'ampleur. Dans une organisation centrale, plusieurs dizaines de validations opérationnelles transitent chaque jour par des circuits semi-automatiques. Cela signifie qu'une seule instruction bien placée peut se propager très largement sans jamais être interrogée. Autrement dit, le système est conçu pour aller vite, pas pour douter. Le deuxième indicateur est la vitesse.
Entre l'apparition de la consigne et sa matérialisation concrète, le délai se compte en dizaines de minutes, parfois moins. Cette compression temporelle réduit mécaniquement l'espace de réflexion humaine. Plus le rythme est court, plus l'obéissance devient réflexe. Le troisième indicateur porte sur l'impact humain. Ce ne sont pas les décideurs de sommet qui agissent en temps premier, mais les exécutants ordinaires. Conducteurs, agents de liaison, personnel administratif appliquent ce qui leur semble conforme. Chacun pris isolément agit correctement, mais l'effet cumulé produit une réalité qui n'a jamais été décidée collectivement. Ces trois données, mises ensemble, révèlent une vérité inconfortable. Le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui impose, mais celui qui s'insère dans le flux existant. Il n'a pas besoin d'augmenter la contrainte, seulement d'exploiter la vitesse et la confiance implicite. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture transforme l'événement en signal d'alarme stratégique. Elle indique que la vulnérabilité principale ne se situe ni dans la sécurité physique ni dans la parole publique, mais dans l'architecture invisible du quotidien. Tant que cette architecture fonctionne sans friction, elle peut être retournée. À partir de là, une question s'impose naturellement. Comment répondre sans briser l'outil? Et comment ralentir sans paraître hésiter? À ce stade, il serait intellectuellement malhonnête d'ignorer les objections les plus solides formulées par ceux qui minimisent la portée de cet épisode. Elles existent, elles sont cohérentes et elles méritent d'être examinées sans caricature. La première soutient que ce type d'incident relève d'un dysfonctionnement administratif banal. Dans toute organisation complexe, des erreurs de calendrier, des confirmations automatiques ou des malentendus opérationnels apparaissent régulièrement. Selon cette lecture, rien n'indique une manœuvre structurée. Il s'agirait d'une coïncidence amplifiée par le contexte et par une sensibilité accrue au risque. Vu ainsi, l'événement n'exigerait qu'un correctif technique, pas une relecture stratégique. Cette position a une force réelle. Les systèmes modernes produisent parfois des effets non intentionnels, surtout lorsqu'ils privilégient la rapidité. Cependant, elle laisse de côté un élément clé, la synchronisation. Une erreur isolée crée du bruit. Ici, plusieurs signaux convergent dans une fenêtre temporelle extrêmement courte. Cette cohérence temporelle n'est pas impossible par hasard, mais elle devient statistiquement moins plausible lorsqu'elle s'accompagne d'une démonstration de connaissances intimes et ciblées. La seconde objection affirme que la réaction elle-même crée la gravité. En interprétant trop vite un incident comme une menace, on risquerait de transformer une anomalie gérable en crise politique inutile. Dans ce cadre, la meilleure réponse serait la normalisation immédiate. Pour éviter toute escalade symbolique, cette approche met en avant la stabilité et la continuité institutionnelle. Là encore, l'argument est sérieux, mais il néglige un point décisif, l'asymétrie. Si une partie agit dans l'ombre et teste les limites sans s'exposer, l'inaction totale devient un signal exploitable. Elle indique que le système accepte d'être sondé sans réagir. C'est précisément cette lecture qui transforme l'épisode en test de perméabilité. En confrontant ces deux positions aux faits observables, une conclusion s'impose sans dramatisation. Le problème n'est pas de savoir si l'événement est exceptionnel, mais s'il révèle une vulnérabilité répétable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est donc pas d'avoir raison symboliquement, mais d'éviter que le même schéma puisse être rejoué. C'est dans cet espace, entre prudence et lucidité, que la suite de la séquence prend tout son sens. Tout change à ce moment-là. Ce qui apparaît alors ne rajoute pas un détail de plus. Il modifie la lecture entière de la séquence. Le cœur du problème n'est plus l'appel, ni même la manipulation des routines, mais la capacité à imposer un cadre où toute réaction devient prévisible. Autrement dit, l'opération ne cherche pas seulement à tester Ibrahim Traoré, elle cherche à enfermer ses choix dans un éventail étroit, déjà anticipé. Cette bascule est décisive, car une fois le cadre posé, chaque option disponible produit un effet utile à l'adversaire. Obéir crée une trace, refuser crée un soupçon, contester publiquement crée du bruit exploitable. Se taire crée un vide que d'autres remplissent.
Le piège n'est pas dans l'ordre donné, mais dans l'architecture des conséquences. C'est ici que le sens de la séquence se renverse. L'enjeu n'est plus de déjouer une pression ponctuelle, mais de sortir d'un jeu conçu pour réduire la liberté de manœuvre. Ibrahim Traoré ne fait alors plus face à une menace identifiable, mais à un dispositif qui transforme la normalité en contrainte stratégique. À partir de ce point, continuer à analyser l'événement comme un incident isolé devient insuffisant. Ce qui est en cause, c'est la manière dont des systèmes modernes peuvent produire de la domination sans confrontation directe. Et cette révélation change la portée de tout ce qui suit. Les effets cessent alors d'être abstraits et commencent à se matérialiser dans des espaces très concrets, parfois loin du centre de décision. Ce qui, au départ, ressemblait à une manœuvre invisible se traduit par des conséquences tangibles, différenciées selon les acteurs, mais liées par une même logique de propagation. Du côté de l'État, la première pression porte sur la crédibilité opérationnelle. Lorsqu'un système interne peut être activé sans ordre explicite, chaque décision ultérieure devient suspecte, même lorsqu'elle est légitime. Les responsables passent plus de temps à vérifier qu'à agir. Ce qui ralentit la capacité de réponse, à court terme, cela fragilise l'autorité, non par opposition ouverte, mais par érosion silencieuse de la confiance institutionnelle. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact est plus diffus mais tout aussi réel. L'incertitude sur la stabilité des procédures se traduit par une prudence accrue. Les engagements sont reportés, les investissements temporisés, les partenariats réévalués, même sans rupture formelle. Le simple doute sur la fiabilité des circuits décisionnels suffit à modifier les comportements économiques. Chez les citoyens, l'effet se joue sur le terrain du quotidien. Ce ne sont pas des déclarations officielles qui marquent les esprits, mais les signaux faibles, un déplacement annulé, une rumeur persistante, une information contradictoire. Peu à peu, l'impression s'installe que quelque chose échappe au contrôle normal. Cette perception, même floue, alimente l'anxiété et favorise la circulation de récits alternatifs. À l'échelle régionale, la séquence est observée avec attention. Les partenaires et les voisins ne voient pas seulement un épisode isolé, mais un indicateur de vulnérabilité potentielle. Si un système peut être infléchi sans confrontation, il peut l'être ailleurs selon des méthodes similaires. L'effet domino n'est pas automatique, mais la possibilité même modifie les calculs stratégiques. C'est dans ce contexte que la position d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il ne s'agit plus seulement de gérer une situation interne, mais d'envoyer un signal implicite, montrer que la mécanique a été identifiée et que ses effets ne sont pas subis passivement. La réponse, même discrète, devient un message à destination de multiples audiences. Au terme de cette chaîne, une conclusion s'impose sans emphase. Les conséquences ne se concentrent pas sur un seul niveau. Elles traversent l'État, l'économie, la société et l'environnement régional. Et une fois enclenchées, elles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles redessinent le cadre dans lequel les décisions futures seront interprétées. À ce stade, projeter l'avenir ne consiste pas à prédire, mais à tester la cohérence des trajectoires possibles à partir des dynamiques déjà observées. 3 scénarios se dégagent, non comme des certitudes, mais comme des cadres plausibles qui aident à lire ce qui peut suivre. Le scénario de base est celui de la continuité sous tension. Les procédures sont renforcées sans être totalement repensées. Des audits internes ralentissent les flux. La prudence s'installe et l'appareil gagne en vigilance mais perd en vitesse. La situation se stabilise partiellement, sans effacer la vulnérabilité initiale. Ce scénario est le plus probable, car il correspond à la réaction naturelle d'un système qui cherche à corriger sans se transformer. Le scénario optimiste suppose un déplacement plus profond. Les mécanismes exposés servent de déclencheur à une réforme ciblée des circuits critiques. Les chaînes de validation sont raccourcies, clarifiées et rendues plus traçables. La transparence interne progresse, ce qui réduit l'espace d'exploitation silencieuse. La confiance revient progressivement, non par discours, mais par des signaux opérationnels visibles. Ce scénario exige du temps,
de la discipline et une exécution constante, mais il reste crédible si l'élan est maintenu. Le scénario dégradé repose sur une autre logique. Les corrections restent superficielles, tandis que la méfiance s'étend, chaque décision devient lourde, chaque initiative est suspectée. La lenteur s'installe comme norme, ouvrant la voie à d'autres tentatives de contournement. Dans ce cas, la vulnérabilité n'est pas corrigée, elle se normalise. Le système fonctionne encore, mais sous contrainte permanente. Face à ces trois cadres, une idée domine. L'enjeu n'est pas de choisir un scénario, mais de reconnaître que les décisions prises maintenant orientent mécaniquement vers l'un ou l'autre. La différence ne se joue pas dans l'intention affichée, mais dans la cohérence entre diagnostic, action et suivi. La lecture la plus lucide consiste donc à rester attentif aux signaux faibles, non pas les annonces, mais les changements réels dans la manière dont le temps, l'autorité et la validation sont gérés au quotidien. C'est là que se décidera la trajectoire effective. Après avoir traversé les mécanismes, les chiffres et les scénarios, une question devient inévitable. Qu'est-ce que tout cela change pour vous, concrètement, en tant que personne qui observe, travaille, décide ou subit à distance ces dynamiques? Car une situation de ce type ne reste jamais confinée au cercle du pouvoir. Pour celles et ceux qui suivent ces sujets de près, qui analysent de l'actualité et cherchent à comprendre les rapports de force réels, l'enjeu est double. D'un côté, l'épisode offre un avantage cognitif, savoir reconnaître les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent visibles. De l'autre, il impose une vigilance accrue, car les cadres d'analyse habituels deviennent rapidement insuffisants lorsque le pouvoir se déplace vers l'invisible. Rester informé ne suffit plus. Il faut aussi apprendre à lire les rythmes et les silences. Pour les personnes affectées de manière indirecte par leur activité économique, leur environnement professionnel ou leur stabilité quotidienne, l'impact est plus diffus mais réel. L'incertitude se traduit par des ajustements prudents, parfois par un attentisme contraint. Comprendre ces dynamiques permet au moins de replacer ces tensions dans un cadre plus large et d'éviter de les interpréter uniquement comme des dysfonctionnements isolés ou personnels. Enfin, pour ceux qui pensent que ce type de séquence ne les concerne pas, le risque est précisément là. L'histoire récente montre que les transformations silencieuses finissent peu toujours par produire des effets visibles. Ignorer les signaux en amont revient souvent à subir les conséquences en aval, sans marge de manœuvre. Quelle que soit votre position, une chose demeure. Comprendre ces mécanismes n'apporte pas de solution immédiate, mais cela redonne une forme de contrôle, celui de ne pas être totalement surpris lorsque les règles implicites commencent à changer. À ce stade, les solutions ne peuvent plus rester au niveau des intentions générales, car ce type de vulnérabilité ne se corrige ni par des discours ni par des ajustements symboliques. La question devient donc pratique. Que faire, concrètement, pour reprendre la maîtrise sans paralyser l'ensemble? Le premier niveau concerne le centre décisionnel. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu immédiat est de restaurer une autorité sur le rythme, non sur chaque détail. Cela passe par l'identification claire des circuits critiques, ceux qui déclenchent des effets irréversibles, et par l'introduction de points de friction mesurables. Le succès ne se lie pas dans une annonce publique, mais dans un indicateur simple, la capacité à ralentir volontairement un processus sans créer de chaos. Le deuxième niveau implique les structures intermédiaires. Les administrations, les équipes opérationnelles et les services de soutien doivent savoir quand obéir vite et quand suspendre l'exécution. Cela suppose des règles explicites, limitées, compréhensibles, qui autorisent le doute sans sanction automatique. La mesure du progrès ici est claire. Moins d'actions irréversibles déclenchées sans validation humaine identifiable. Le troisième niveau touche la sphère économique et organisationnelle. Les partenaires, entreprises et opérateurs ont besoin de signaux de stabilité opérationnelle, non pas des promesses, mais des routines clarifiées, des chaînes de décision lisibles et des délais assumés. La réussite se traduit par le retour progressif de décisions prises sans attente excessive. Signe que la confiance fonctionnelle revient. Enfin, un quatrième niveau concerne la société dans son ensemble. Informer sans dramatiser, expliquer sans exposer,
et rappeler que la normalité n'est pas l'absence de contrôle, mais sa bonne répartition. Là, l'indicateur n'est pas chiffré, c'est la réduction des rumeurs au profit d'une compréhension plus sobre. Dans tous les cas, une règle domine. La solution ne vaut que par son exécution constante. Sans cela, le système apprend seulement qu'il peut être testé à nouveau. Le fil de cette séquence ramène naturellement à l'image qui avait servi de repère au début, celle d'un pouvoir confronté non à une attaque frontale, mais à une pression presque invisible. À ce moment précis, ce n'est ni un discours ni une démonstration publique qui compte, mais la manière dont chaque décision a été pesée, retardée ou assumée. En remontant le chemin parcouru, on voit clairement le déplacement d'un appel isolé à une mécanique structurée, d'un incident apparemment intime à une leçon sur le fonctionnement réel des systèmes modernes. Ibrahim Traoré n'est plus seulement face à une menace ponctuelle, mais face à une révélation sur ce qui fragilise ou protège une autorité dans la durée. Ce trajet n'a pas été linéaire. Il a traversé la routine, la vitesse, la confiance automatique, puis la nécessité de reprendre la main sans bruit. C'est précisément cette retenue qui donne à l'ensemble sa portée. Elle montre que le pouvoir ne se joue pas seulement dans l'acte visible, mais dans la capacité à refuser un tempo imposé. Au-delà du cas précis, une idée s'impose avec force. Les sociétés contemporaines sont moins vulnérables à la force qu'à la normalité détournée. Là où tout semble fonctionner, quelque chose peut déjà glisser. Et c'est peut-être là le point le plus lourd à retenir. La véritable épreuve commence toujours avant que l'on sache qu'elle a commencé. Après ce parcours, il reste une chose essentielle à reconnaître. Chaque personne qui a suivi jusqu'ici n'a pas simplement écouté un récit. Elle a traversé une grille de lecture qui modifie la manière d'observer le pouvoir, la décision et le silence. Les conclusions ne sont pas imposées. Elles se forment à partir de ce que chacun retient. Si cette analyse vous a semblé utile, ce n'est pas parce qu'elle apporte des réponses définitives, mais parce qu'elle ouvre un espace de réflexion que peu de récits prennent le temps de construire. Un espace où l'on peut confronter des points de vue, comparer des interprétations et affiner sa compréhension sans céder aux réactions immédiates. Partager cette lecture avec d'autres n'est pas un geste anodin. C'est permettre à davantage de personnes de dépasser la surface des événements, d'éviter les raccourcis et d'entrer dans une discussion plus exigeante. Non pour convaincre, mais pour éclairer. La question qui reste ouverte est volontairement simple. Selon vous, dans un monde où la contrainte devient de plus en plus invisible, quel est le premier réflexe à cultiver pour ne pas perdre la maîtrise de ses choix? Pour conclure, il convient de rester dans le même registre que tout au long de ce parcours, calme, respectueux et ouvert. Chaque personne qui arrive ici porte déjà sa propre lecture, façonnée par son expérience, son contexte et ses priorités. C'est précisément cette diversité de regards qui donne de la valeur à une discussion construite. Si ce cheminement vous a paru pertinent, ce n'est pas parce qu'il prétend dire le dernier mot, mais parce qu'il propose un cadre pour penser autrement. Un cadre où l'on prend le temps de relier les faits, de mesurer leurs implications et d'accepter que certaines réponses restent provisoires. Dans un environnement saturé de réactions rapides, cette lenteur réfléchie est déjà une forme d'action. Transmettre cette analyse à d'autres peut alors devenir un geste simple mais utile, non pour imposer une conclusion, mais pour inviter à regarder au-delà de l'évidence immédiate. C'est ainsi que se construisent des échanges plus lucides, capables de résister aux récits trop faciles. La question finale reste volontairement ouverte, car elle vous appartient face à des formes de pouvoir de plus en plus discrètes. Quelle vigilance personnelle vous semble aujourd'hui la plus essentielle à cultiver?